Bonjour, bon après-midi, en espérant que vous vous portez tous bien en ce nouvel mois de novembre que nous venons de débuter. C'est un réel plaisir pour nous à la Global Labour University et la Friedrich Ebert Stiftung Foundation de vous recevoir une fois de plus dans le cadre des ateliers de notre formation en ligne sur la question sur la thématique juste et vert, la question écologique du travail. En espérant que vous êtes tous bien installés où vous vous trouvez, on aimerait que vous vous présentez au niveau du chatbot, nous dire où vous nous suivez cet après-midi, le pays dans lequel vous êtes situé et votre nom. Ça nous fera plaisir de connaître avec qui nous échangeons aujourd'hui. Cet après-midi, comme vous savez, d'habitude, nous avons notre traduction. Ceux qui ne parlent pas l'anglais, veuillez vous procurer de la traduction. Vous partez juste sur la base, si vous utilisez votre téléphone, il y a 3 points. Vous cliquez sur ces 3 points. Vous allez voir juste à côté, vous allez voir, on a écrit traduction. Vous sélectionnez votre langue de préférence. Si vous parlez essentiellement le français, vous choisissez le français. Si c'est l'anglais, vous choisissez l'anglais. Également, vous devez savoir que votre cet après-midi est enregistré. On espère que vous n'avez pas d'inconvénients à ce que nous Nous prions également ceux qui ne parlent pas de muter votre micro car ça va permettre à l'échange d'être plus fluide. Si vous ne parlez pas, merci de mettre le micro en mute. Cet après-midi, nous avons un de nos experts que vous avez pu avoir l'occasion de suivre dans le cadre du cours. Mais aujourd'hui, ça sera un échange vraiment très interactif et on vous sollicite de vraiment poser toutes les questions dont vous avez en esprit et ne freinez pas en fait. Posez vos questions et l'expert qui est parmi nous va pouvoir répondre. Une fois de plus, vous êtes la bienvenue en vous sollicitant de prendre peut-être une tasse de café ou alors un verre d'eau pour pouvoir déguster pendant cet échange. Nous sommes ravis de vous avoir encore cet après-midi. Comme vous savez, nous allons échanger aujourd'hui sur la question travail et environnement, une relation contradictoire. Et pour cet échange aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous le professeur Markus Weysen. Il est professeur de sciences sociales à l'école de Berlin School of Economics and Law. Il est principal domaine de travail est la transformation socio-écologique. En particulier, il s'intéresse à la relation travail-environnement ainsi qu'à la mobilité et au transport. Plus récemment, il a mené un projet de recherche sur le rôle des travailleurs dans la transformation de l'industrie automobile avec des questions de conversion et de démocratie. Nous sommes honorés cet après-midi de vous avoir parmi nous, professeur Markus Weysen. On veut un peu comprendre quand on parle travail et environnement. Qu'est-ce que cela sous-entend vraiment? Qu'est-ce qu'on veut par là dire et qu'est-ce qu'on doit comprendre dans ce phénomène? Quelles sont les difficultés que beaucoup rencontrent aujourd'hui? Souhaitons la bienvenue au professeur quand il prend la parole. Merci. Sorry for the interruption. I'm not sure if Markus could understand the translation because I couldn't. It seems that there are some audio issues at the moment. So for now, if you could repeat the question, please, Nucha, in English. Thank you. Is he connected? I feel we lost. Okay, he's there. Once again, you're welcome, Professor Markus Weysen. Like I was saying, we are discussing this afternoon on the topic, work and environment, a contradictory relationship. So what we want to know is what do we mean by work and environment and how is the relationship being contradictory? What are we supposed to understand by this particular reality today? Yeah, many thanks, Nucha, for the introduction and for the invitation. And let me start with some remarks on this relationship between work and environment. Yeah. Why is it contradictory? So if we start with an observation by Karl Marx, we can say that it's a strong commonality between donc le point similaire de l'exploitation et donc le pouvoir. Le pouvoir entre sont des prérequis pour la fonction du mode de production. Les capitalistes ne peuvent pas exister sans pour autant exploiter le travail et exploiter la nature
Et Marx dit que le mode de production du capitalisme veut produire les choses ne peuvent pas, donc les préconditions et aussi le travail, il y a de similarités et le travail et bien sûr la main-d'œuvre et l'environnement. Il y a donc des contradictions. Cela veut dire aussi que pas seulement le capital, même le travail peuvent bénéficier de l'exploitation donc de la nature. Et donc beaucoup de travailleurs donc ont expérimenté au dépend du pouvoir donc du capital, mais aussi au détriment de la nature. Cela ne pas seulement sur la productivité du travail, mais aussi sur la transformation de matières premières et aussi pour le travail non payé par les femmes qui faisaient le travail dans la maison des travailleurs et même dans l'hémisphère nord. C'est ça d'une relation contradictoire. Donc, bien sûr, on a des similarités en ce qui concerne l'exploitation de la nature et du pouvoir de la main-d'œuvre, mais pas seulement le capital, mais le travail peut aussi bénéficier de l'exploitation de la nature. Nous avons expérimenté ça dans l'hémisphère nord, donc par exemple dans l'industrie automobile, et donc le modèle capitaliste et donc a été appelé l'industrie automobile a évolué pour devenir un secteur important qui donnait par exemple beaucoup d'emplois syndicalisés. Donc cela était donc un phénomène bien sûr jusqu'au XXe siècle et cela était devenu par exemple le modèle de se déplacer pour la classe moyenne. Donc, la classe moyenne était en train de passer l'augmentation. Par exemple, tout était centré sur le logement, les équipements dans la télévision, le radio, et les réfrigérateurs, les machines à laver, donc les lessiveuses, mais aussi centré autour, par exemple, comme un modèle prédominant. Alors, que ce soit dans la production et la consommation, donc les machines, donc ils dépendent donc l'extraction de matières et d'autres ressources, particulièrement situées dans le pays de l'hémisphère sud, qui sont utilisées, par exemple, les machines qui sont de grands donc l'écosystème qui sont par exemple qui peuvent être trouvés dans l'hémisphère du sud où donc il y a l'émission, les effets de l'émission sont aussi externalisés à des générations futures qui doivent vraiment subir des coûts de ces changements climatiques. Et donc, cela a facilité l'émergence donc des structures spatiales avec un seul qui dépendent le peuplement, l'émergence des peuplements urbains, les maisons donc familiers, avec un seul individu qui gagne qui amène le salaire, par exemple. Ça, c'est un modèle qui utilise beaucoup d'énergie car le milieu urbain ils ont besoin des véhicules pour leur déplacement et donc ça sera les coûts sur l'information à cause de l'intensité de l'énergie. Et même, il est difficile de vivre et de combiner les activités avec le travail salarié, car les routes que vous devez voir des activités à mener, par exemple, prendre soin d'autres personnes, il est difficile de combiner avec le travail salarié. Ce modèle de peuplement
été perturbateur de plusieurs façons, et cela a contribué à l'exploitation de l'environnement, par exemple. Ce sont les dimensions sociales, écologiques de la mobilité et par l'automobilité. Et cela a produit des coûts sociaux écologiques dans l'espace pour les femmes qui s'occupent du travail de soins et aussi la reproduction à des générations futures qui auront vraiment à subir des conséquences à cause des changements climatiques et ceux qui sont exploités, par exemple, ou qui sont détruits par l'environnement. Et ceci fait que l'exploitation de conditions de travail difficiles dans la production industrielle, c'est là ecological footprint of the rich. See, for example, the case of automobility, where the rich possess more and bigger cars and rely much more strongly than the working class on the resources from the global south and on the environment that is polluted by driving these cars. And it is also not to blame the northern working class. Donc, pour blâmer les conditions, de voir que donc, il y a des relations contradictoires entre le travail et l'environnement, où on peut bénéficier à un certain degré, donc pour la production et la consommation, et aussi donc des conditions de chaque jour, c'est les résultats de lutte et la participation qui font partie de ces compromis une fois ils ont été institutionnalisés, donc où il y a des infrastructures donc de membres subordonnés donc qui font partie de ces. Et cela veut dire qu'ils sont forcés par l'infrastructure de transport et aussi l'agriculture et aussi l'infrastructure d'électricité qui est basée sur les carburants fossiles, l'intégration comme étant cela, non pas que seulement le travail n'a rien à donner que seule leur main-d'œuvre. Donc, ces ressources, donc ces modèles de production à énergie intense, donc qui impactent sur les relations, les caractéristiques de la société de carbone. Si vous voulez améliorer donc la domination sociale et de violence et aussi donc de relations néocolonialistes et aussi la domination du pouvoir sur l'environnement. Ces relations sont le pouvoir de domination de violence sont normalisées et parfois sont rendues même invisibles comme étant le moyen de produire certains biens et comment ils sont rendus publics. Vous pouvez voir les conditions dans lesquelles étaient utilisés. Vous pouvez voir même des paysages et donc vous voyez les effets donc des émissions qui sont produites quand vous conduisez juste le véhicule. Vous ne voyez pas tout ça dans les publicités. Toutes, ce sont les autres propriétés, par exemple, du véhicule, comme l'autonomie, la liberté, la masculinité, la possibilité de se déplacer vite d'un milieu à un autre. Si vous cherchez dans la publicité de véhicules, par exemple, 4x4, donc vous voyez donc
donc la conformité, vous n'êtes pas exposé aux conséquences de l'exchangement climatique, par exemple, si donc, alors le modèle de vie est beaucoup plus connecté. Vous pouvez voir par relation apart. It is often this dependence on nature often cannot be felt by workers. Yeah? You may have heard about this expression or the concept of the environmentalism of the poor by Juan Martinez Ayer, an ecological economist from the Autonomous University in Barcelona. He means by environmentalism of the poor, he means the fact that the poor often care for the environment, not because they want to protect the environment, but because they are dependent on a functioning environment, on functioning ecosystems for their very livelihoods. Yeah? So they can feel if the environment is destroyed. Yeah? In car production, environment is also destroyed, but the workers themselves do not necessarily see that. Of course, they see the environmental damages that is done to the immediate environment, but they do not see the environmental damage that is done to the environment of other people and of future generations. Yeah. So the relationship between labor and the environment is to a certain extent torn apart, and the environmental destruction and its negative effects are not necessarily felt by those who produce these effects without being directly responsible for that. Directly responsible is the management, of course, of the car firms and the fact that automobility is the dominant mode of mobility in many countries. More recently, the contradictions of the imperial mode of living have become more manifest, even in the global north, visible, for example, in rising inequalities, which make this mode of living and the promises of this mode of living unattainable for many or for ever more people. We can also see the contradictions of the imperial mode of living in rising eco-imperial tensions, eco-imperial competitions for resources and for things. Things are those ecosystems that absorb more of a certain substance than they themselves emit to the environment. Donc de l'environnement, par exemple, et c'est très important. Global climate policy and the whole international climate policy. Donc les politiques, comment utiliser ça et qui a les droits donc d'avoir accès à tous ces éléments et de les utiliser. Et donc, alors c'est qu'on peut dire la capacité de traiter cette contradiction au détriment des autres, de la nature, et donc la dépendance néocoloniale semble être, il y a même le temps où donc l'accumulation des crises est sévère, et la question que nous nous posons est comment est-ce que cette relation de travail environnement peut être reconfigurée, et quel est le rôle que le mouvement syndicaliste peut jouer. Je peux dire que le mouvement syndicaliste peut jouer un rôle à reconfigurer cette relation travail-environnement en résolvant cette question de la crise écologique. Mon collègue a écrit, qui devait être publié dans le manuel édité par Norares, qui doit animer les séminaires demain. Et cet article, donc, il y a des approches qui peuvent être, bien sûr, observées pour le mouvement syndical. D'abord, le premier, c'est l'approche réactive pour sauvegarder aussi possible que cela soit donc la relation entre le business et l'environnement, parce qu'il y a une pression accrue. Par exemple, quand vous considérez les travailleurs, par exemple, dans le mine, qui sont en train de lutter pour protéger leurs emplois, peut-être pour faire, par exemple, peut avancer, par exemple, donc, l'approche des travailleurs, donc,
pour abandon progressif de l'infrastructure, des produits pour le système de transport. Il y a l'hésitation, donc pour voir, par exemple, l'Allemagne est hésitante pour l'abandon progressif de l'industrie automobile, une approche rétractive et qui essaye de prolonger le status quo et de continuer avec, bien sûr, le business as usual. Donc, on doit former les alliances entre le syndicaliste et d'autres acteurs de la société civile et d'autres organisations dans la lutte pour protéger l'environnement. Alors, comment est-ce que vous pouvez ensemble faire qu'il y ait la mobilité vers le système d'énergie renouvelable, d'autres approches plus fortes, comme nous les avons appelées, l'approche organique. Nous avons les gens de périphérie, par exemple, donc les employés dans les compagnies se réunissent avec le mouvement de la justice de l'environnement parce que les travailleurs ne sont pas seulement intéressés de pouvoir garder leurs emplois. Donc, ils sont des jeunes qui vont le week-end ou les samedis pour faire des manifestations pour l'avenir. Alors, les travailleurs ont aussi un grand rôle à jouer. Alors, si vous commencez donc d'avoir cette compréhension holistique, alors vous allez voir que ça devient très facile de former des alliances avec différents mouvements sociaux, par exemple. Former ces alliances est essentiel pour pouvoir combattre des crises écologiques. Les forces qui dominent politique, c'est le capitalisme. Ils sont en train de gagner ou d'avoir beaucoup plus de puissance en cherchant de diviser les gens et ils en tirent des avantages en faisant cela. Et quand il s'agit de la transformation socio-écologique, mais il y a un danger si cette division peut être surmontée en faveur des mouvements syndicalistes, des mouvements féministes, le mouvement de décolonisation antiraciste, cela va faire que si nous nous réunissons et essayer d'avoir des intérêts communs, c'est pas facile. Bien sûr, il y a des ambivalences, mais c'est possible de les surmonter si réellement les travailleurs comprennent eux-mêmes et comme de personnes qui devraient être aussi affectées par cette crise écologique et par conséquent, c'est dans leur intérêt de pouvoir combattre, lutter contre cette crise écologique. Il y a des exemples pour ça. Donc, il y a des campagnes en Afrique du Sud. Cette attente du mouvement de l'environnement et des syndicalistes en Allemagne, par exemple, il y avait les conflits dans l'industrie de fourniture pour les automobiles. Donc, ils étaient soutenus par le mouvement de Just Transition, la juste transition. Ils ont dit qu'on n'a pas besoin de politiques d'atténuation pour pouvoir s'adapter au changement climatique. Et donc, à telle enseigne que les intérêts du travailleur sont en train de nous pensons que nous devons lutter pour les intérêts du travailleur et aussi pour la transformation. Même moment, nous devons lutter pour la conversion, par exemple, de cette industrie. Qu'est-ce qui peut être produit pour les composantes en ce qui concerne les véhicules qui utilisent, par exemple, ça c'est un autre exemple, la biofosse.
Ça veut dire donc, que la combinaison et la création et maintenir la protection de l'environnement et donc des communautés, particulièrement l'infrastructure essentielle, et aussi donc mettre le mouvement syndicaliste et d'autres mouvements et tenir en compte donc la capacité de reproduction de l'être humain de la nature. Et ce que j'ai souligné, donc, la question de la propriété publique comme deux moyens de production sont importants, sont des conditions, des prérequis importants. Nous le réclamons et nous cherchons, et aussi des alliances internationales et aussi un mode de vie et pour la vie pour tout le monde. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, professeur Marcus Vicente, pour cette analyse vraiment très succincte sur la question du travail et l'environnement, une relation contradictoire. Vraiment, à travers votre présentation, nous avons pu retenir des éléments vraiment très importants qui nous font croire qu'il y a beaucoup de travail à mener dans ce domaine-ci. Il y a beaucoup de travail parce qu'on peut dire qu'on bénéficie aujourd'hui de certains privilèges, mais au fond, il y a des réalités qu'on n'est pas en mesure de résoudre. Par exemple, comme vous avez pris l'exemple, les voitures qu'on produit aujourd'hui, on ne peut pas connaître les conditions dans lesquelles la ressource première est extractée et c'est un réel problème dans notre environnement. Peut-être on va maintenant passer à la session d'échange. C'est pas les participants connectés. Est-ce que vous avez des questions pour le professeur? Je vois Fatoumata Ba qui est connecté. Je vois Ghislain, je vois Michael, je vois Nathaniel, je vois Roger, je vois Scola. Vous êtes la bienvenue une fois de plus et je crois qu'il est l'occasion pour vous de poser vraiment ces questions-là, même si ça n'a pas des questions qui également affectent l'Afrique, parce que je pense que ce sont des questions globales qu'on peut avoir des solutions par rapport à ce qui concerne l'Afrique également, puisque généralement, comme on connaît les relations des pays du Grand Sud, ce sont les ressources premières, les mines et tout et tout. Donc, vous êtes libre maintenant de poser les questions au professeur. Donc, on va prendre la question, il va répondre, on prend. Merci de vous présenter. Je ne sais pas qui est prêt à commencer. Nathaniel, tu n'as pas de questions? Ghislain, Michael, Roger, Scola. Sentez-vous libre, hein? Vous pouvez juste lever la main et puis ouvrir le micro. Oui, bonjour à vous. Bonjour. Oui, c'est une question qui est propre à mon pays, le Cameroun. OK. Vous pouvez un peu vous présenter, comme ça le docteur... Oui, je suis Roger Fomen. Et je voudrais, n'est-ce pas, poser une question concernant le Cameroun par rapport à cette lutte, n'est-ce pas, environnement et travail, qui, n'est-ce pas, le plus souvent dans nos pays d'Afrique, comme vous l'avez si bien dit, la plupart du temps, c'est, n'est-ce pas, ce sont les gouvernements qui nous dictent la chose. Ce sont les gouvernements, les organisations syndicales ne se sont pas encore trop adonnées, n'est-ce pas, à la chose de l'environnement. Parce que, bon, tel que chez nous, c'est un secteur assez nouveau. Mais nous continuons à voir, n'est-ce pas, les effets néfastes. Le barrage est venu, cela a créé beaucoup de sécheresse. Les pêcheurs n'ont plus de poissons et les sableurs ne pêchent plus, les sableurs ne vendent plus de leur sable. Ce qui fait que pendant que la population villageoise souffre, n'est-ce pas, de leur activité habituelle, le gouvernement, lui aussi, ne peut pas laisser le projet de barrage qui est, n'est-ce pas, un projet, n'est-ce pas, d'envergure, un projet de fourniture d'énergie électrique
n'est-ce pas, au pays pour évacuer, n'est-ce pas, le manque d'énergie électrique. C'est justement pour cela que nous disons, dans les pays du tiers-monde, le plus souvent, les syndicats n'ont pas trop de force parce que les gouvernements combattent les efforts des syndicats, n'est-ce pas, pour même dans leur idée de construction à ce niveau-là. Donc, comment est-ce que vous pouvez nous conseiller, nous qui sommes dans les pays du tiers-monde, d'avancer dans le sens où les gouvernements devraient peut-être ouvrir, n'est-ce pas, un pan d'oreille pour ce que nous leur disions, nous leur proposions par rapport à la... Merci. Ah oui, Sarah est déjà... OK, merci beaucoup, Roger. Je pense que le professeur peut prendre d'abord des réponses, donner des éléments de réponse à la préoccupation de Roger avant qu'on prenne une prochain participant. Yeah, many thanks for the question. Merci beaucoup pour la question. Je ne suis pas familier avec la situation concrète, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un essai de construire un barrage afin de fournir l'électricité au pays. Il y a aussi des conditions de certains travailleurs dans la pêche et les travailleurs agricoles. C'est un point vraiment difficile. Disons, le syndicat n'est pas du tout puissant. Alors, s'il faut donner conseil dans cette situation, il faut voir, voir à la loupe la situation concrète, disons, donner un conseil vraiment spécifique, c'est vraiment hors de mes compétences. Ça doit être quelqu'un qui est vraiment familier avec la situation dans le pays. Mais généralement, vous pourriez dire oui, je pense que peut-être si les syndicats, en fait, quels seront les défis pour bâtir un pouvoir de syndicat ou encore un pouvoir social. Et on a discuté par rapport aux ressources de pouvoir des syndicats. Donc, il y a 4 ressources de pouvoir distinguées. Donc, on appelle ça de pouvoir, disons, des structures. Alors, donc, s'il y a des fortes qualifications que nous cherchons dans le marché de l'emploi, c'est le pouvoir de production, la possibilité de fournir pour les besoins essentiels, peut-être pour les travailleurs dans le secteur minier. Donc, un secteur qui nécessite un pouvoir fort de production. Et donc, tout dépendra de la société. Si vous voulez vendre le pouvoir structurel, en tout cas, ça dépend de la force de l'organisation, des syndicats, la capacité de mobiliser les travailleurs sur leur capacité organisationnelle pour aller dans une grève. Sinon, tout est ancré dans la réglementation, dans la loi, les institutions des pays. Par exemple, la disposition de cas de, disons, du chômage et un pouvoir social et la possibilité des syndicats à créer des alliances avec d'autres acteurs sociaux. Et il y a des mouvements dans le secteur environnemental ou encore le mouvement antiracisme
Donc, cela peut être divisé en deux formes de ressources et il y a un pouvoir qui est plus symbolique si les syndicats arrivent à avoir un intérêt spécifique, un intérêt qui peut être universalisé. Par exemple, l'intérêt à un travail décent, si cela est plausible, les autres groupes également peuvent aussi être d'accord. Donc, un pouvoir social symbolique, un pouvoir social et matériel, s'ils arrivent à créer l'alliance. Donc, cela peut aussi fonctionner comme ça a été décrit en stimulant le pouvoir social, compensant ainsi la faiblesse des syndicats dans le marché d'emploi, en renforçant les liens avec les organisations de secteur, en surmontant les divisions, en essayant de surmonter, allais-je dire, des problèmes. Donc, il y a des politiques socio-écologiques qui ont été produites par un tel projet comme la construction d'un barrage. Donc, Marc, sur votre question, je crois que c'est là où vous voyez. Merci beaucoup, professeur, pour ces éléments de réponse à la question de Roger. On espère qu'il a trouvé satisfaction à ces éléments de réponse. Présentement, nous avons Fatoumata Ba, qui est également une question. S'il te plaît, tu peux ouvrir ton micro et tu poses la question. Je te présente et puis tu poses ta question. Merci. Bonjour à tout le monde. J'espère que le réseau est normal et que vous me percevez bien. Et je m'appelle Fatoumata Ba et je suis du Sénégal. Tout d'abord, je vais commencer par remercier le professeur pour cette belle exposition. Tu peux un peu augmenter la voix, s'il te plaît, pour permettre. Là, vous me recevez normalement. Là, c'est bon maintenant, merci. Voilà, je m'appelle Fatoumata Ba, je suis du Sénégal. Tout d'abord, je vais commencer par remercier le professeur et vraiment le féliciter de cette belle exposition. C'est vraiment riche aussi en connaissances en matière environnementale. Dans un premier temps, on applaudit et félicitons en fait le combat sur le travail et l'environnement. Parce qu'on sait nettement que l'extractivisme cause l'anéantissement en fait de la planète. Seulement en fait, par contre, dans nos pays, comme dans les pays sous-développés au Sénégal, on remarque que le syndicalisme est souvent lié à la politique. La raison pour laquelle, en fait, c'est très difficile de pousser les syndicalistes, en fait, à mener un combat comme il le faut. Comme par exemple, c'est que les gouvernements nationaux ou locaux, en fait, qui contribuent à la surexploitation de nos environnements. Je ne sais pas, c'est juste une question que je vais poser par rapport à cela. Quelle serait en fait la forme de sensibilisation qui sera la mieux adaptée à cette lutte pour pousser les syndicalistes eux-mêmes, à travers tous les travailleurs, qu'ils comprennent en fait que c'est à eux de mener ce combat, c'est à eux de sensibiliser en fait les gouvernements. Fatoumata, augmente encore le volume, s'il te plaît, pour permettre aux traducteurs de... Ça vient pas. Allô? Allô? S'il te plaît, Fatoumata, augmente un peu là. Allô, là, vous me recevez? Allô? Je pense que c'est un problème de réseau. Allô? OK, on peut te... Allô? Non, on te suit bien. On te suit bien maintenant. Là, vous me suivez bien. Voilà, je pense que je vais recommencer. Nous saluons en fait le combat sur la lutte contre, sur la protection de l'environnement. Mais dans les pays sous-développés, comme au Sénégal par exemple, on remarque que souvent les syndicalistes sont associés aux politiques. Raison pour laquelle il est très difficile de mener un combat au sein des services pour la protection de l'environnement. Donc, ma question, elle va dans ce sens. Par exemple, quelle stratégie de sensibilisation on peut adopter en fait pour faire comprendre aux syndicalistes que leur intérêt, c'est en fait de protéger la population, de protéger aussi leur environnement de travail.
Parce que les dégradations, en fait, que causent les surexploitations ne vont pas limiter, en fait, à anéantir seulement la population. Elles vont anéantir en même temps les travailleurs, mais en même temps, même les riches eux-mêmes qui sont en train d'en profiter pour le moment. Maintenant, ce que je voulais savoir, c'est juste, par exemple, quelle stratégie de sensibilisation on peut adopter, mais aussi demander s'il n'est pas possible d'ajouter un autre sujet. Par exemple, sensibiliser aussi les syndicalistes qu'ils arrêtent aussi de s'associer à la politique. Parce que dans ce sens-là, il serait très difficile pour eux, en fait, de faire passer leur message ou bien de mener leur combat comme il le faut. D'autant plus que aussi ils s'associent à ceux qui sont en train d'exploiter l'environnement. Je pense que cette fois-ci, la voie est sortie. C'est un problème de réseau. Ok, je pense que le professeur peut amener des éléments de réponse à la question de Fatoumata. Yeah, many thanks to Fatoumata for this. En tout cas, merci à Fatoumata pour la question. Il y a une distinction entre deux formes de combat des syndicats. En fait, un combat politique et un combat économique. Le combat économique, ce qui est important, c'est par rapport aux conditions de travail, salaire, la garantie ou le maintien des emplois. Donc, le combat politique va au-delà de ça. C'est un aspect général du développement social. Je crois que c'est important de combiner les deux. Donc, un combat économique contre le passé ou le fond politique. Donc, avoir en esprit la sauvegarde des emplois, conditions de travail, amélioration des conditions de travail. Au même moment, la production qui change et pour quel objectif. Donc, ce sont là deux combats qui peuvent être combinés. L'un peut être l'implication de l'autre. Les stratégies qu'on appelle les mouvements sociaux du syndicalisme est une stratégie qui comprend les syndicats, pas seulement comme les actifs qui se battent pour l'économie et aussi pour des raisons des objectifs politiques, donc pour un intérêt légitime des travailleurs. Ce n'est pas la même avec la question de rejet par rapport à la situation spécifique au Sénégal. J'ai donné seulement l'exemple du contexte auquel je suis familier. Donc, un exemple sera que je considère toujours important. C'est quelque chose qui survient et à un long moment, ça part. C'est un exemple de l'expérience des travailleurs de Lucas, donc les travailleurs de Lucas Aerospace, donc une société qui produise des armes et a connu une crise en 1907, je crois, ou 70, si je l'ai bien suivi. Les travailleurs se sont organisés eux-mêmes dans la société, ils se sont rassemblés et ils ont commencé à penser à la manière dont ils peuvent maintenir leur emploi. Donc, c'était une question économique et une question monéro. Y a-t-il un problème? Je crois que c'est quelqu'un qui avait ouvert son micro. Continuez. Alors, ils se sont battus pour maintenir leur emploi, ce qui est totalement légitime. Mais ils ont combiné ce combat économique avec un combat politique et social.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à part la production des armes ici? Produire les armes n'est pas quelque chose socialement utile. Les armes sont utilisées pour la destruction, quelque chose pour tuer les autres avec. Et dans cette crise, ils ont commencé à penser à la manière de convertir l'industrie en une industrie qui pourra produire des choses socialement et écologiquement utiles. Donc, ils ont eu des idées de produits tels que des produits médicaux, l'énergie renouvelable, mobilité durable, une mobilité qui aussi est accessible pour les personnes vivant avec handicap, les handicapés. Donc, toute une gamme de produits utiles ont été développés en tant que prototype pour contourner la crise. Donc, il n'y a rien de mauvais en combinant le combat économique, celui des maintien des emplois et aussi la restructuration de la société et des propriétés par cela. Donc, ils ont reçu le soutien de plusieurs autres organisations sociales et groupes, des mouvements de paix, mouvements de femmes environnementales. Donc, ils ont commencé à penser à réorganiser leur pays, donc leur société, allais-je dire. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut appeler syndicalisme de mouvements sociaux. Donc, les syndicalistes étaient un peu réticents à soutenir, hein. Mais eux, même en tant que les syndicalistes ne pouvaient plus contrôler cela. Souvent, les syndicalistes sont un peu hésitants à contrôler, à soutenir ce genre de choses. Dans l'esprit du syndicalisme, des mouvements sociaux, je crois que c'était vraiment impressionnant. Et cela a combiné le maintien des emplois avec la conversion de certaines industries et avec le questionnement des rapports de propriété qui dominaient dans cette industrie. Heureusement, cela n'était pas juste qu'on n'a pas reçu suffisamment de soutien du gouvernement pour le côté des syndicats. Donc, c'était en fait la gestion, le comité de gestion qui a refusé de négocier avec les travailleurs, mais néanmoins, cela a laissé un héritage à long terme, de longue vie. Alors, je crois que cela peut être ma réponse à votre question, sans pour autant avoir une information spécifique par rapport au contexte du Sénégal. Donc, ici, c'était pour la combinaison des combats économiques et politiques dans un contexte spécial. Professeur, pour ces autres éléments de réponse à la question, nous sommes déjà en train de tirer vers notre fin, mais avant de conclure cette session d'échange, on va un peu poser cette dernière question au professeur, la question de savoir, peut-être il va répondre et puis il va donner son mot de conclusion en fait. On aimerait savoir comment faire évoluer l'emploi tout en prenant en compte la nécessité de protection de l'environnement. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer l'emploi tout en prenant en compte la nécessité de protection de l'environnement? Peut-être le professeur nous amène des éléments de réponse et il donne également son mot de fin à ce propos de cette thématique d'échange de cet après-midi. Yeah, I think a large part of the answer has already. Je crois que la grande partie de la réponse a été déjà donnée par ma dernière déclaration. Je crois que ça peut être une stratégie avec un mandat, un concept élaboré par Fania Paka qui parle de la classe des travailleurs, les environnementalistes et l'environnementalisme. C'est ici d'essayer de surmonter les dilemmes de l'environnement du travail
Alors, les travailleurs sont des personnes qui ne sont pas seulement propriétaires d'emploi, mais aussi qui vivent leur vie journalière et leur environnement est affecté par les changements climatiques. Il y a des groupes qui sont beaucoup plus vulnérables au changement climatique par rapport aux personnes qui sont beaucoup plus riches. Je crois, au centre, les travailleurs, les syndicats doivent essayer de se réinventer en tant que représentants, pas seulement travailleurs en tant que travailleurs, ce qui veut dire qu'ils ont un petit intérêt dans les milieux de travail ou encore membres de la communauté. Donc, ils ont intérêt d'avoir un environnement sain et ça sera un bon point de départ. En tout cas, on doit redéfinir ce qu'un travailleur est. Qu'avons-nous besoin pour la vie? Nous définissons notre propre travail à partir de perspectives de production socialement, écologiquement utile. C'est important à penser sur ce que les travailleurs avec les compétences et l'habilité à organiser des processus de production complexes qu'ils peuvent faire à la faveur de l'environnement ou encore à la faveur des objectifs sociaux. C'est une perspective complètement différente, ce qui est complètement différent de capitaliste prévalent qui est celui de la maximisation des profits, et comme on l'a vu. Donc, ils peuvent être totalement destructrices. Regardez les armes, regardez beaucoup d'emballages plastiques et beaucoup d'autres choses qui peuvent être vendues et les sociétés enregistrent des bénéfices en vendant ces produits, ces articles. Et peut-être on peut aussi contribuer à un bon environnement, à une bonne société en produisant des produits qui ont les valeurs d'utilité sociale. Donc, ici, en termes de perspective de la reproduction, de la production sociale et aussi qui est durable écologiquement, nous devons aussi penser peut-être à connecter les travailleurs à partir de différents endroits, à partir de différentes sociétés, différents secteurs, différents espaces, différentes régions, connecter les travailleurs sur la chaîne de valeur pour travailler à partir du Global South. Donc, tout se combiner dans une valeur de chaîne. Par exemple, les gens qui travaillent dans le domaine des métaux, par exemple au Brésil, ils sont connectés avec les personnes travaillant dans une usine de fabrication de véhicules, de voitures en Allemagne. Donc, en fait, les connecter, les amener à un échange par rapport aux conditions de travail. Et je crois que nous aurons un futur promettant. Qu'est-ce que les travailleurs font? Comment est-ce qu'ils contribuent aussi à un bon environnement pour des objectifs sociaux? Comment est-ce qu'ils peuvent surmonter quelques difficultés dans leur pays respectifs? Il faut aussi renforcer les relations transfrontalières avec d'autres acteurs sociaux, avec les mouvements aussi, différents mouvements. Tout ça dans la faveur de la transformation socio-écologique. Mesdames et messieurs, vraiment, c'était un réel plaisir une fois de plus de vous avoir cet après-midi sur la thématique travail et environnement, une relation contradictoire. C'était pour nous un réel plaisir d'accueillir professeur Mike Weisen, qui est professeur des sciences sociales à la Berlin School of Economics and Law. C'était vraiment un honneur pour nous de t'avoir parmi nos professeurs. Nous savons que vous avez un programme très chargé, mais vous nous avez honoré une fois de plus par votre présence et nous allons dire que nous avons beaucoup bénéficié de cet échange et nous sortons d'ici avec le message, si on veut,
on doit migrer pour le développement économique. Nous devons avoir une approche plus socialement positive. Parce qu'avec cette approche socialement positive, nous pouvons davantage être fiers du développement économique que nous voulons amener au quotidien dans nos différentes régions, nos communautés et nos différents pays. Nous étions ravis de vous avoir une fois de plus. Merci beaucoup. Et pour nos chers participants, comme vous avez constaté, le professeur a beaucoup mentionné le nom du professeur Nora Ritz. Donc, juste vous dire que demain, nous avons un autre échange ici cet après-midi à la même heure. Vous pouvez partager le lien de formation avec d'autres personnes. Sentez-vous libre vraiment de partager, inviter plusieurs autres personnes à nous joindre, à suivre cet échange qui est vraiment important. Demain, nous allons échanger sur travail et environnement, les perspectives d'une transition juste. Donc, ne manquez pas ce rendez-vous. Si vous n'êtes pas encore inscrit, merci de le faire. Je crois que vous avez déjà le lien dans le groupe. Et également, vous pouvez suivre notre page Facebook, Juste Transition, en français, et vous pouvez également partager tous les éléments que nous partageons là-bas. C'était un réel plaisir. Merci une fois de plus et nous vous souhaitons bonne fin de ce journée.